Gilles Laporte, bonjour et bienvenue. Bonjour. Explorateur, je vous le disais en aparté juste avant de démarrer l'enregistrement, c'est un peu le terme qui me semble vous qualifier le mieux parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui a touché à tout. Vous avez commencé par l'enseignement. Oui, c'était ma première vocation et c'est resté d'ailleurs mon unique vocation parce que le partage des connaissances... C'est une forme d'enseignement. C'est une forme d'enseignement et l'écriture ne fait que prolonger cette activité de partage des connaissances. C'est une invitation. J'ai aussi travaillé dans l'industrie, dans l'agriculture, mais toujours à des postes de responsable de formation, de directeur de la formation. Donc là encore, en tant que formateur, j'intervenais pour inviter les participants aux sessions que j'organisais à découvrir le monde avec moi. Et nous le découvrions ensemble. Alors effectivement, c'est surtout, essentiellement en tant qu'écrivain que le grand public vous connaît, mais ce sont peut-être toutes ces expériences de vie qui vous ont amené tout naturellement à l'écriture. Vous êtes issu d'un milieu ouvrier, vous avez commencé votre carrière professionnelle dans l'enseignement, on vient de le dire. Ensuite, vous avez vécu diverses expériences dans différents domaines professionnels, également dans les médias, puisque vous avez fait de la radio, de la télévision, du théâtre, du cinéma aussi, me semble-t-il. Est-ce que ce sont toutes ces expériences qui ont fait l'écrivain que vous êtes aujourd'hui? Je crois que c'est un très bon résumé, oui, bien sûr. Je ne peux pas supporter les enfermements, les exclusions, tout ce qui réduit le champ de vision. Et ma vie professionnelle a été à l'image de cette rébellion contre la réduction du champ de vision. Oui, j'ai commencé comme prof de lettres, après avoir fait des études de philosophie. J'étais fils d'ouvrier, vous l'avez mentionné, ça c'est très important. Très important parce que je suis fier de cette origine. Mes parents, toute ma famille était une famille d'ouvriers de filature. J'étais destiné à le devenir aussi, et je ne l'ai pas été parce que j'ai eu la chance d'avoir un jour à l'école primaire une maîtresse d'école, Madame Jungen, pour ne pas la citer, j'aime citer son nom. Elle est morte il y a peu de temps, elle avait 94 ans et elle aimait m'inviter à venir la retrouver de temps en temps pour continuer encore à bavarder avec moi. Cette première maîtresse d'école m'a invité à partager son amour de la langue, son amour de la belle langue. Et elle m'a appris à lire comme elle l'a fait avec tous les élèves de ses classes, mais chez moi la graine a donné ce que vous connaissez aujourd'hui. Et elle a réussi à me mener à l'écriture par l'amour de la lecture, l'amour de la langue. Parce que lorsque j'étais dans sa classe au cours élémentaire première année, elle m'a tellement bien appris à lire que j'ai reçu le prix de lecture. Et c'était mon premier livre. Il n'y avait pas de livre dans mon milieu d'origine, ce milieu ouvrier. Lire, c'était une occupation de fainéant. Donc il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de disque, il n'y avait rien de tout ça. C'était Don Quichotte, hein, ce premier livre. Et j'ai reçu comme premier livre, vous l'avez dit, Don Quichotte, en édition illustrée pour enfants. Je l'ai lu, relu des centaines de fois en me disant qu'à chaque fois que j'aimerais bien un jour raconter des histoires comme ça. Donc voilà, cette vocation d'écrivain est née de la lecture de Don Quichotte grâce à Madame Jungen, ma première maîtresse d'école. Alors après, il y a eu des activités professionnelles, parce qu'on ne vit pas de sa plume dans notre pays. On ne peut vivre de sa plume ou donner l'impression de vivre de sa plume quand on a une fortune personnelle qui le permet. Mais sinon, il faut avoir une activité autre. La plupart des auteurs sont journalistes, sont des gens engagés dans la vie publique ou privée. Moi, j'ai été pendant plus de 30 ans à des postes de directeur de la formation et de formateur moi-même. Donc voilà, c'est une vraie vocation pour moi, cette invitation au partage des connaissances et à cette invitation à l'élargissement du champ de vision. Je vous avais déjà entendu parler de Madame Jungen avec beaucoup de tendresse, d'ailleurs vous en parlez de la même manière aujourd'hui, je ne sais pas combien de décennies plus tard, elle est toujours bien présente, on le sent, elle a fait partie de ces personnages importants peut-être qui ont marqué votre vie, au même titre que vos parents ouvriers qui vous ont inculqué toutes ces valeurs qui se perdent aujourd'hui, au même titre aussi que votre grand-mère. On va l'évoquer un petit peu, et que d'une voisine également. Alors là, j'ai bénéficié d'une petite indiscrétion de la part d'une amie, Marilène Bergouin, pour ne pas la nommer non plus. Il y a une dame qui vous gardait pendant que vos parents étaient au travail, en usine, donc dans cette usine de filature. Elle travaille très dur, hein, vous allez me le dire peut-être, parce que je crois que les ouvriers s'occupaient de plusieurs rangs de filature, donc passaient leur journée à courir, hein, c'est ça, c'était une vie vraiment très compliquée. C'était une vie très dure que celle de mes parents, qui
dépensaient toute leur énergie quand ils rentraient, il n'y avait plus rien, ils étaient complètement à plat ventre autour de leur machine. Et ils avaient malgré tout, dans le regard quand ils parlaient de leur métier, de leur travail, ils avaient une flamme, une lumière absolument extraordinaire qui brillait, la passion du travail bien fait, du beau travail bien fait. C'est la raison pour laquelle je suis fier d'être de cette origine-là. Je suis un ouvrier des lettres, je ne suis rien d'autre. Je suis comme eux, eux fabriquaient du fil, moi j'écris des livres. Il n'y a aucune différence entre eux et moi. Et je suis dans le prolongement de ce qu'ils m'ont invité à être. Voilà, certains qui sont issus d'origine modeste, lorsqu'ils arrivent à se faire un peu connaître par des activités de création, n'ont qu'une envie, c'est faire oublier leur origine. Moi, au contraire, j'en suis très fier, très fier. Très vous avez gardé cette humilité qui vraiment, ça vous caractérise, je ne sais pas si ça me caractérise, mais j'en suis très très fier. Et elle est pour moi aussi un exemple de ce fameux ascenseur social qui est en panne aujourd'hui, qu'était l'école de la République. Pour moi, c'est très important. L'école a fait de moi ce que je suis. Je suis heureux d'écrire des livres, je suis heureux de partager avec mes lectrices et mes lecteurs aujourd'hui. C'est grâce à l'école de la République, à personne d'autre. Et à la personnalité de mes maîtres, on vient d'en parler. Et puis aussi à l'impulsion donnée par mes parents. Mais c'est l'école qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Vous le disiez quelque part, je vous ai vu et entendu dire qu'effectivement vous portez une grande admiration aux enseignants en général, toutes catégories confondues et à l'éducation oui. Évidemment. Oui, ce sont des découvreurs, des gens qui, en tout cas tous ceux que j'ai connus, j'ai eu beaucoup de chance peut-être, mais tous les enseignants que j'ai connus, que ce soit en primaire, on vient d'en parler, en secondaire ou en supérieur, ont été des gens qui étaient des amoureux d'une certaine forme de lumière et qui avaient envie, là encore, de la faire partager. En secondaire, j'ai eu des professeurs avec lesquels je suis toujours en relation aujourd'hui. 60 ans après, pas tout à fait, allez, 55 ans après, nous sommes toujours en relation. Nous écrivons, nous téléphonons, on envoyons des messages très régulièrement. En supérieur, j'ai eu la chance d'avoir, lorsque j'étais en licence de philosophie à Nancy, un maître extraordinaire, un Vosgien d'origine, Raymond Ruyère, professeur de philosophie générale, qui a révéler le monde à des générations d'étudiants. J'ai eu la chance de faire partie de ceux-là. Donc oui, je porte une véritable admiration sans borne à tous mes maîtres, quels qu'ils soient, du primaire, du secondaire et du supérieur. Cette qualité qui était la leur est toujours la qualité des enseignants actuels. Malheureusement, le système et les relations sociales sont telles aujourd'hui qu'elles ne permettent plus de mettre en évidence ces qualités-là qui sont là. C'est dommage. C'est dommage, c'est surtout regrettable pour les générations de jeunes qui succèdent et qui, parce que attirés par des tas d'autres centres d'intérêt ou des intérêts, j'en sais rien, captés par des comment dire, je cherche le mot pour ne pas être trop brutal, captés par des opérations commerciales en permanence, que ce soit de pseudo-communication, les téléphones portables, les iPhones, tout ce qui est en high, machin chose, Internet, ils sont en permanence extraits d'eux-mêmes, ces jeunes d'aujourd'hui, ils sont en permanence invités à aller ailleurs qu'en eux-mêmes et à consommer le monde plutôt qu'à le connaître par le truchement de la connaissance de soi. Et ça, c'est éminemment plus que regrettable, condamnable de la part de ceux qui les enferment dans ce genre de monde. C'est une forme de régression finalement. On parle avec ces technologies, on parle d'avenir, de futur, mais est-ce que ça n'est pas aussi une manière de régresser un petit peu, quelque part ? C'est une forme de régression parce qu'on les empêche d'être eux-mêmes. Autrement dit, on leur interdit d'être ce qu'ils sont au fond et qui pourrait enrichir notre société. On leur interdit d'être des révélateurs de cette soif que porte en lui tout être humain de connaître davantage le monde et non pas de le maîtriser, mais d'y apporter sa pierre, de construire avec tous les autres le temple commun. C'est quelque chose de très très important. Or ça, on les en empêche. Quand je dis on les en empêche, ce sont toutes ces firmes qui
leur propose des appareils, paraît-il, tous plus révolutionnaires les uns que les autres, et qui les met dans un état tel qu'ils finissent par dormir sur le trottoir, y passer une nuit, en attendant que le magasin ouvre, dans lequel sera proposé un appareil dont seule la couleur change. Et on leur donne l'impression que c'est le monde tout entier qui a changé. Donc oui, nous régressons. Nous régressons parce que nous sommes à l'opposé de ce que, selon moi, devrait être la démarche normale de tout être humain, c'est-à-dire descendre en soi, se connaître mieux pour pouvoir ensuite aller mieux vers l'autre, ne pas le polluer avec ses propres dysfonctionnements et faire en sorte qu'on marche ensemble vers une vraie forme d'harmonie et de fraternité. Et puis tous ces outils dits de communication, j'ai l'impression, nous éloignent aussi un peu les uns des autres. Je ne sais pas, ça a dû vous arriver également, mais moi je vois régulièrement des gamins, 3-4 jeunes assis côte à côte, et qui chacun ont à la main leur téléphone, qui naviguent sur Facebook ou sur Internet, ou qui envoient des SMS, alors qu'il n'y a plus réellement de dialogue entre eux. C'est évidemment tragique. J'étais au Salon du Livre de Lille, Bondu, il y a 3 semaines. Je rentre dans le train, je monte dans le train à Lille, direction Paris, s'installe sur les sièges à côté de moi une famille, le couple de parents et les 2 enfants. 2 enfants qui avaient peut-être 4 ans pour l'un et 1 an et demi ou 2 ans pour l'autre. Qu'ont fait les parents dès l'installation dans le train? Ils ont ouvert une sacoche, ils ont sorti 2 mini-ordinateurs qu'ils ont ouverts, ils ont chaussé les casques sur les oreilles des enfants, ils ont allumé les ordinateurs et jusque Paris, les 2 enfants, les 2 fils ont été scotchés à leur ordinateur. Aucun échange, ni avec les voisins, ni avec les parents bien sûr. Ils étaient dans une espèce de monde virtuel à cet âge-là. Rendez-vous compte, c'est dramatique. De leur côté, les parents eux-mêmes tapotaient sur leurs appareils, ne se sont pas dit 2 mots. Donc oui, ces outils dits de communication privent au contraire nos contemporains de l'essentiel même de la communication, qui est d'abord une mise en commun, qui est un partage. Oui, nous régressons. C'est à la fois une espèce d'illusion d'ouverture sur le monde, mais aussi une nouvelle manière de s'enfermer. Alors c'est tout de même une ouverture sur le monde, parce que c'est vrai que nous avons le monde tout entier à notre portée maintenant. Mais ça reste quand même... Allons sur Internet et nous avons le monde entier qui est là, offert, quelques clics. Ça reste très virtuel d'une part, et ça éloigne de soi. Le monde, on peut prétendre bien le connaître quand on l'a tutoyé, quand on l'a pénétré, quand on s'est frotté à lui. Vous disiez, ma carrière professionnelle a été celle d'un explorateur. Oui, j'ai exploré le monde de l'enseignement, le monde du service, le monde de l'industrie et le monde de l'agriculture. Mais chacun de ces mondes m'a renvoyé à quelques parcelles de ce que je suis et m'ont invité à me connaître mieux. Donc à pouvoir ensuite être présent dans toutes mes activités, y compris celles d'écrivain, d'une manière plus généreuse que si je n'avais eu que la vision étroite de celui qui n'a découvert ce monde que de manière virtuelle. La générosité, c'est aussi un qualificatif qu'on entend souvent vous concernant. On parle volontiers de vous comme d'un humaniste également. Ça vous caractérise? Ça, j'en sais rien, je ne peux pas répondre à la question. Certains le prétendent, certains le disent, et s'ils le disent, je l'accepte. J'ai l'impression que ça transparaît quand même beaucoup dans vos écrits, et lorsqu'on discute avec vous, il y a quelque chose qui... Je l'accepte avec beaucoup d'émotion. Je ne peux pas imaginer être l'un des éléments de la société, si ce n'est pour partager avec elle ses efforts, ses réflexions, et tenter avec elle d'aller vers quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus profond, de meilleur, de plus lumineux. Alors si c'est ça l'humanisme, auquel font référence les personnes qui veulent bien m'affubler de ce beau vocable, alors oui, j'en suis très heureux, oui. Que veut dire être humaniste? D'abord être humain, d'abord échapper aux machines, d'abord faire en sorte d'être à l'écoute du cœur et de la tête,
pas de l'un à l'exclusion de l'autre ou de l'autre à l'exclusion. Les deux. Nous sommes à la fois un cœur et une tête. Il y a la raison et il y a l'émotion. Donc les deux doivent pouvoir être mises aux commandes et sans oublier l'empathie peut-être. Mais bien, ben, c'est la conséquence directe. C'est vraiment, oui. L'empathie, c'est la conséquence directe de ce mariage entre la raison et le cœur et l'émotion. C'est ce qui fait défaut aujourd'hui dans cette société, justement. Bien sûr. C'est peut-être pour ça, justement, que cette caractéristique, on la relève chez vous tellement facilement, parce qu'il y a un tel contraste quand on discute avec vous, quand on vous lit, par rapport à ce qu'on peut voir au quotidien, par rapport à la, je vais pas dire la majorité des gens qu'on rencontre, parce qu'heureusement, il reste des gens bien, mais effectivement, on sent quand même ce contraste entre ce qui vous caractérise, ce dont on parlait, cette forme d'humanisme, et puis il est vrai, beaucoup de personnes qu'on peut rencontrer comme ça au quotidien, et qui ont l'air d'en être peut-être pas dénuées, mais en tout cas qui en ont perdu les sens. L'Afrique, ça a été un choc pour vous, l'Afrique. Ça, j'ai envie d'en parler parce que je vous ai entendu en parler quelque part, et je trouve que c'était une très belle aventure qui vous est arrivée lorsque vous étiez tout jeune, 19 ans, 19-20 ans 19 ans. 19 ans. Donc vous êtes parti à l'invitation d'un proche. Oui, c'était l'un de mes oncles qui m'avait dit, c'était mon parrain aussi, qui faisait bien son boulot de parrain, qui me suivait de très près, et qui m'avait dit, il travaillait en Afrique, il était responsable d'un tissage en Côte d'Ivoire, et lui m'avait dit, si tu as ton bac, dans la semaine qui suit, tu as ton billet d'avion et tu viens en Afrique. Joli cadeau. Ouais. J'ai eu mon bac, la semaine suivante j'avais mon billet d'avion et je partais, je montais dans un DC-10 au Bourget pour aller rejoindre Abidjan, puis de là Bouaké. Bouaké, c'est une ville qui est aujourd'hui si malheureusement célèbre pour les horreurs qui ont été perpétrées par de prétendus terroristes ou par d'autres, enfin peu importe, c'était une situation très difficile. Mais quand je suis arrivé là-bas, c'était un choc, un vrai choc. J'ai eu la révélation de ce qu'était le colonialisme. C'était en 64. La Côte d'Ivoire était indépendante depuis 4 ans, 60, son indépendance. Et lorsque j'ai posé le pied sur la piste de l'aéroport de Bouaké, première rencontre que j'ai faite là-bas, j'ai vu se précipiter vers moi un grand Africain. J'ai su après qu'il était de la peuplade des Baoulés. Il y a deux peuplades importantes en Côte d'Ivoire, c'est les Dioula et les Baoulés. Baoulés au sud, Dioula au nord. Les Dioula sont proches des Touaregs. Oui. Et il s'est précipité vers moi, il s'est jeté à genoux devant moi. Il a joint les mains, il m'a dit, petit patron, s'il te plaît, donne-moi du travail. Moi. Donne-moi du travail. Donne-moi du travail. Moi, fils d'ouvrier, j'avais 19 ans. Voir quelqu'un qui était un adulte et qui se prosternait devant moi, me donnait du patron et me demandait du travail, c'était un choc terrible, je ne m'en suis jamais remis. Et dans la foulée de cette découverte-là, j'ai vu ce qu'était le résultat de notre présence en Afrique noire. En matière d'éducation, on m'avait dit que là-bas on avait ouvert des écoles. Les seules écoles que j'ai vues ouvertes, c'était des accessibles aux Noirs, étaient les écoles religieuses ouvertes aux Noirs à une condition, c'est qu'ils fussent baptisés. J'ai vu se construire le premier hôpital accessible aux Noirs. Il a fallu qu'ils accèdent à leur indépendance pour ça. J'ai vu les seules dizaines de kilomètres de pistes goudronnées, qui étaient celles qui menaient à une mine de diamants qu'on avait pillée. Ça, c'était un choc. Ce choc était celui de la différence considérable entre ce que mes livres d'école me disaient, de notre présence dans les colonies, en Afrique notamment, et de la réalité. J'ai découvert là ce qu'est le mensonge d'État. Le discours officiel était très loin de la réalité. On essaie de nous faire croire qu'effectivement on était là-bas pour éduquer, élever ces populations, alors qu'en fait on les exploitait. Alors qu'on a pillé le pays. Donc j'ai découvert là ce qu'est le mensonge d'État. Ça a dû être une expérience très difficile à vivre. Très difficile à vivre, en même temps que très heureuse, parce que j'ai vu aussi comment vivaient les Européens là-bas, ces colonisateurs qui vivaient dans ce qu'on appelait des concessions. C'est-à-dire
dans des lieux clos, des villas fermées, surveillées, et qui étaient complètement coupées du monde africain lui-même. Il n'en sortait quasiment qu'armé jusqu'aux dents pour aller faire des expéditions de chasse en brousse. Et ce repli sur soi, ce quasi-refus de partager la vie de l'Africain était un autre choc. Et puis, il y a eu cette révélation qui a été celle de l'animisme. J'avais pas mon permis à l'époque, je prenais un vélo moteur et je partais en brousse quasiment tous les jours. Et je passais des heures, des journées quasiment, assis à côté du tisserand d'un village. Il était devant son métier qui était pendu à une branche du manguier, poussait sa navette de temps en temps, et nous passions des heures côte à côte, épaule contre épaule, le regard perdu à l'horizon, à ne rien se dire. Il ne parlait pas français, je ne parlais pas baoulé, mais à sentir que nous étions en harmonie. Et puis, de temps en temps, quand il avait faim ou que j'avais faim, on s'approchait du feu, on prenait un morceau de feuille de bananier, on prenait dans le pot de foutou, le foutou c'est la purée de manioc, et on mangeait ça tous les deux, toujours en silence, mais avec ce sentiment profond du partage de la fraternité. Et ça, c'est quelque chose qui a été très important pour moi, en même temps que la découverte de l'animisme. Alors, l'animisme africain, c'est une religion qui, pour moi, est la première des religions. Nous parlons, nous, Européens, beaucoup d'environnement, nous, gens prétendus évolués, nous, gens prétendus cultivés, et nourris de science, que l'environnement, ce sont des textes qui se superposent, des règles qui nous imposent de respecter tel ou tel autre aspect de notre planète accessible. Mais l'animisme africain, lui, il est à l'origine de tout ça. Qu'est-ce que l'animisme? Tout est esprit, tout est animé, tout est âme. Évidemment, l'autre humain qui me côtoie, mais aussi l'animal que je fréquente. Mais les végétaux sont eux aussi animés, eux aussi sont esprits. Jusqu'à la pierre du bord du chemin, qui est faite de même nature que moi. Elle est faite des mêmes atomes, des mêmes molécules, disposées de façon différente. Mais eux, ils ne le savent pas parce qu'ils ne l'ont pas observé avec des microscopes électroniques. Ils le sentent, ils le savent, ils en ont l'intime, la très intime conviction, et ils respectent tout, de l'autre humain à la pierre du chemin, en passant par le végétal et l'animal. Est-ce que c'est pas ça le véritable fondement de l'animisme, du respect de l'environnement authentique? On rejoint certaines formes du bouddhisme. Ça rejoint le bouddhisme, évidemment. Ces religions dites primitives ou premières sont en fait les religions essentielles. Ce ne sont pas des religions d'ailleurs. Hein. C'est une sorte de panpsychisme, de spiritualité portée à son universel. Donc là j'ai découvert ce qu'est le respect de l'environnement, le respect de la vie aussi, le respect de la vie sous toutes ses formes, humaine, animale, végétale, minérale. Mais vous en parlez longuement et avec passion de cette expérience en Afrique. Vous n'avez jamais songé à nous rapporter tout cela dans le cadre d'un ouvrage? Vous n'en avez jamais fait état encore dans un livre? Pas encore. Ça viendra peut-être? Peut-être. Les livres, justement, on va en parler un petit peu de vos écrits. La clé aux âmes que vous venez de publier aux presses de la Cité. C'est la suite des Fleurs à l'encre violette qui est apparue quand, l'an dernier? En janvier 2013. En janvier. Donc là, vous campez vos histoires toujours dans la région, hein, entre les Vosges et la limite de Nancy. Et à chaque fois, on retrouve, je vais mettre des guillemets à petits, mais on retrouve des petits métiers. Vous nous contez la vie d'ouvrier, des scènes de vie ordinaires. Vous savez tellement bien, enfin, je ne vais peut-être pas les embellir parce qu'elles sont tellement belles au départ que j'imagine qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire. Mais en tout cas, c'est presque un engagement pour vous, j'ai l'impression, que de nous rapporter la vie de toutes ces petites gens dont on parle si peu, ou dont on ne parle pas bien forcément. Je vous l'ai dit, je suis issu de ce milieu, des gens humbles, des gens simples, qui ne font pas parler d'eux, qui bossent. Et je le répète, j'en suis très fier. Et oui, j'ai envie
paraît-il que je sais écrire. Moi, je le confirme. Je ne suis pas le premier. J'ai envie de mettre cette maîtrise de la plume, de l'ordinateur maintenant, au service d'une meilleure reconnaissance de ces gens-là. Oui, les ouvriers, quel que soit le secteur d'activité dans lequel ils sont, les ouvriers ont souffert, souffrent encore, sont méprisés, l'ont toujours été. Aujourd'hui encore, on entend des patrons qui prétendent que les ouvriers français sont ceux qui travaillent le moins en Europe, les 35 heures, et qui, quand ils sont au travail, sont les moins productifs, ce qui est complètement faux. Le Bureau international du travail, dans ses derniers rapports, rappelle que l'ouvrier français est celui qui est le plus présent à son travail, qui travaille le plus longtemps et qui, lorsqu'il est au travail, est le plus productif. Ça, c'est la réalité. J'aime bien tordre le cou à ces espèces de contre-vérités que certains essayent de nous asséner. C'était même aller jusque, il y a quelques années encore, au plus haut niveau politique, où les politiques nous disaient que l'ouvrier français était à l'origine de la catastrophe économique actuelle. Non, il faut rétablir les choses telles qu'elles sont. Les ouvriers français sont des gens qui travaillent et qui, lorsqu'ils sont à leur poste, travaillent bien. Donc, je veux leur rendre hommage à tous ces gens-là. Alors, ce sont presque toujours les personnages essentiels de mes romans. Ils sont là, ces gens simples, dans leur quotidien, dans leur réussite, dans leurs échecs, dans leurs moments de bonheur, dans leurs moments de malheur, et ils sont là. Mais comme ont été mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, mes parents, comme les vôtres, comme... voilà, c'est la vie vraie. C'est pas une espèce de vie artificielle, de société. J'observais tout à l'heure à une terrasse des gens qui étaient là. Les femmes étaient lunettes de soleil dans les cheveux, parce que c'est la mode aujourd'hui. Il y a des comportements très artificiels. Eux ne connaissent pas ça, ces gens simples dont je parle. Ils sont dans la réalité même de l'être. Et c'est ça qui me fascine chez eux. Et c'est ça dont j'ai envie de parler. Et on sent que vous... Pardon, oui. Et puis il y a, parmi eux, alors, ils sont tous méprisés, mais ceux qui sont encore le plus méprisés de tout cela, ce sont les femmes, qui sont considérées par même les hommes eux-mêmes méprisés, considérés comme des êtres encore presque sous-humains. Tant pis, si j'emploie des mots forts. C'est une injustice qui m'est insupportable et que j'essaie de corriger en montrant combien, au contraire, les femmes dans la société ont été, sont et seront encore celles qui portent notre avenir. La femme est l'avenir de l'homme, bon, Aragon, chanté par Ferrat, on le sait. Mais c'est une réalité, quoi. Ce ne sont pas que des vers de poètes un peu éclairés, c'est une réalité. C'est la femme qui, dans mes romans en tout cas, et parce que je l'ai observé, aide l'homme à grandir, toujours. Il est vrai que la femme a une place prépondérante dans tous vos romans. C'est une manière de réhabiliter un peu la femme peut-être, mais elle est là, présente partout, et elle a toujours effectivement un rôle important. Vous avez cité quelque part aussi Marie Curie, dont vous dites que sans elle, Pierre... on parle peut-être moins de Pierre aujourd'hui si Marie n'avait pas été là. Mais bien sûr, parce qu'il lui a un peu piqué ses résultats de recherche. Je voulais, c'est pareil. Ouais. Le prix Nobel avait d'abord été attribué à lui. Bon, alors que c'est elle qui avait fait le boulot. Il y a cette injustice permanente qui est faite à la femme. Aujourd'hui encore, j'ai écrit la biographie de Julie-Victoire Daubié, cette Lorraine, première bachelière de France en 1861, qui dénonçait à son époque, en 1860, les inégalités salariales. La femme gagnait à cette époque-là 30% de moins que l'homme, à volume et qualité de travail comparables. Aujourd'hui, les derniers rapports officiels parus au printemps 2013 font état d'un écart de 25%, 23 à 25%. On a gagné 5% en 150 ans. Mesdames, faites de l'espoir. Donc voilà ce qui m'est insupportable et que je montre pour tenter de faire en sorte que ma pierre soit apportée à l'édifice commun, un édifice qui sera celui de la mise en conformité de notre vie sociale avec la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité.
Mais on sent à la façon dont vous en parlez que vous les aimez vraiment profondément, c'est toutes ces petites gens, ces petits métiers aussi, parce que vous connaissez tous les termes, c'est pas seulement, ça ne vient pas seulement d'un travail de recherche, on sent que c'est la passion qui vous anime. La clé aux âmes, par exemple, j'ai appris grâce à vous que la clé aux âmes, titre que je trouve par ailleurs très très joli et poétique, la clé aux âmes, au départ, c'est un tout petit instrument de travail finalement. C'est une petite pointe d'acier. Oui. Qui mesure peut-être 10 à 12 cm de long, qui est courbée, une très belle courbe, très sensuelle presque, et qui sert au luthier à mettre en place la toute petite pièce de bois, qui fait peut-être 2 cm à peu près, un morceau de crayon, elle est cylindrique, à la caler sous le chevalet, dans le ventre du violon, pour qu'elle puisse mettre en relation, en vibration commune, la table d'harmonie et le fond du violon. Et puis mettant tout l'instrument en vibration harmonieuse, les vibrations se transmettent à l'interprète et se transmettent à tous ceux qui entendent le morceau. Donc cette petite pièce de bois, personne ne voit jamais. Petite pièce d'épicéa, très très simple, très modeste, au cœur de l'instrument est l'âme du violon. C'est son nom. Et cet outil s'appelle la clé aux âmes, parce que c'est elle qui va permettre d'aller la placer là dans le ventre du violon où elle pourra monter ses affaires. L'âme, parce que sans elle, le violon n'est rien, finalement, c'est qu'un bout de bois. Sans cette pièce de bois, le violon n'est qu'un assemblage de bouts de bois, une boîte à fromage, tout ce qu'on veut, mais pas l'instrument qu'il est. Autre métier auquel vous êtes intéressé, les souffleurs de verre dans la cantate de Cristal, et là, vous avez vécu une émotion forte. D'ailleurs, on va regarder quelques images. On va évoquer maintenant un autre de vos souvenirs qui, je le sais, est encore porteur pour vous d'une grande émotion. Mais avant cela, on va faire un gros plan sur la couverture d'un autre de vos livres qui s'appelle Cantate de Cristal, car il est en lien direct avec ce souvenir. Alors ce livre est sorti en 2012, toujours aux presses de la Cité. C'est un livre qui nous plonge dans le monde des magiciens du verre et du cristal à Baccarat au XIXe siècle, un roman qu'on a d'ailleurs, que la presse a qualifié de balsacien, ce qui n'est pas un mince compliment. Hommage aux ouvriers, aux ouvrières qui, comme on le disait, de la terre faisaient jaillir la lumière. Et le souvenir, le voici. On va le regarder ensemble. Que voit-on exactement et qu'avez-vous ressenti à cet instant précis ? C'est le jour de présentation de ce livre à sa sortie. Mon éditeur était là, la maire de Baccarat avait tenu à organiser une cérémonie. Et après cette cérémonie, nous sommes allés tous ensemble revisiter la cristallerie. Et à la fin de cette visite, la directrice de la communication m'a pris par le bras, alors que nous étions sur le point de sortir, me dit « Nous retournons dans la halle, nous retournons au four ». Et je lui dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Vous allez voir ». Et lorsque je suis arrivé là, elle a fait signe à un verrier qui est venu vers moi, qui m'a tendu sa canne et qui m'a invité à souffler mon verre. On a l'impression que l'émotion est intacte encore. À chaque fois que vous en parlez, votre gorge se noue. C'est impressionnant. Il n'y avait pas pour moi plus beau signe de reconnaissance qui m'était adressé, qui me prouvait que je faisais partie de cette communauté des ouvriers, ce qui pour moi est très très important. Voilà, ces images sont extraites d'une émission que vous avez enregistrée il y a quelques semaines avec Marilyn Bergman. Je trouvais que c'était une très très belle émission où l'on vous voit effectivement très ému lorsque vous racontez une anecdote qui vous est arrivée quelque temps après la parution de la cantate de Cristal. C'était une forme de reconnaissance, disiez-vous, que d'avoir été invité à souffler, à prendre le rôle de l'ouvrier. Oui, je peux rappeler en deux mots comment ça s'est passé. J'ai donc passé de longues semaines auprès des ouvriers de la cristallerie Baccarat parce que je voulais absolument observer leur comportement, leurs gestes de travail, les outils qu'ils utilisaient, les manières de réagir en fonction des réactions de la matière. Donc, il fallait que je vive avec eux et j'ai vécu avec eux. La direction m'a autorisé à le faire. Et j'ai fait ensuite relire par ces meilleurs ouvriers de France de Baccarat tous les chapitres, toutes les pages dans lesquelles je faisais allusion à des procédés techniques, des gestes. Et ils ont donc supervisé mon écrit. Et le jour où le livre est sorti, Madame le maire de Baccarat avait tenu à organiser une présentation du livre à la mairie. Et sortant de la mairie, tout le groupe s'est transporté à la cristallerie et a visité, sous la direction de la communication, a visité les ateliers. Nous sortions de la cristallerie quand la directrice de la communication me prend par le bras, me dit « Gilles, venez, on retourne près du four. Pourquoi faire? Vous allez voir. »
on est retourné près du four, et là il a fait signe à un verrier qui s'est approché, qui m'a pris par le bras, qui m'a amené à son poste de travail. Il est allé cueillir, les Parisiens disent cueillir une paraison, c'est-à-dire une boule de cristal dans le four à 1300 degrés. Il me l'a présenté au bout de la canne, il m'a amené là à son poste devant le moule, m'a fait poser le pied sur le moule, m'a fait ouvrir le moule, et il m'a tendu la canne, il m'a dit souffle. Il m'a invité à souffler mon verre. Quand on sait qu'il faut 25 ans pour former un bon verrier, un bon ouvrier cristallier, et qu'il m'accordait ce signe de reconnaissance. Ça voulait dire vous êtes des nôtres. Après que j'ai passé seulement quelques semaines à leur côté. Mais ce qui était important pour moi, c'était pas la maîtrise. Il a tout guidé. C'était lui qui guidait le mouvement de la canne. C'était lui qui me disait soufflez, ne soufflez plus, arrêtez de souffler. Bon, je n'ai quasiment rien fait. Mais le symbole était fort. C'était vous êtes des nôtres. C'est ça, c'était ça. Et là, c'était une émotion très très importante. Une façon de vous signifier que vous apparteniez à la même famille. À la famille. À la famille, c'est ça. C'est vrai que ce moment, vous l'avez relaté chez Marilyn, on vient de le voir, c'était vraiment un moment très, très émouvant qu'on a vécu d'ailleurs en le regardant, enfin moi personnellement, de la même manière. On va quitter un tout petit peu les éditions et les presses de la Cité pour évoquer le dernier ouvrage paru. Alors il y a quelques jours tout juste celui-là. Il est sorti vendredi, le jour même de l'ouverture du Salon du Livre. Alors précisons tout de suite que rien n'a été calculé, hein. C'est un ouvrage sur lequel vous travaillez depuis de nombreuses années déjà, mais l'actualité a fait qu'il arrive à un moment où effectivement on parle beaucoup de ce sujet brûlant. Je sais que tu m'attends, donc là on est en plein cœur du sujet du don d'organes. Vous voulez m'en parler un peu de ce livre? Parce que je vous avoue que vous me l'avez offert hier, donc je n'ai malheureusement la nuit dernière pas eu le temps de le lire. On n'est pas vraiment au cœur du problème du don d'organes. Mais on est tout de même on est en amont. On est en amont. Ce roman, je sais que tu m'attends, m'a été quasiment dicté par une tragédie que j'ai vécue il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, j'ai deux filles, ma fille cadette était passionnée d'équitation, elle l'est toujours, et elle avait une amie, sa meilleure amie, elle-même passionnée d'équitation. Une cours de balade en forêt, le cheval de l'amie de ma fille a trébuché, elle a été éjectée, le cheval est retombé sur elle, transporté à l'hôpital, constat, coma de stade 4, électroencéphalogramme plat, mort cérébrale. Donc mort tout court. Les médecins disent à sa mère, on ne peut pas la maintenir branchée, c'est un cadavre. Et la mère dit, vous maintenez. Elle s'est engagée, la mère, là, dans une bagarre qui a duré 3 mois. Pas tout à fait 3 mois. Elle a dû changer sa fille deux fois d'hôpital. Parce qu'à chaque fois, les équipes finissaient par trouver que ça durait trop longtemps, que ça coûtait très cher. On lui disait, portez le cadavre de votre fille, c'est un cadavre, elle est morte, on ne peut pas garder le mort. Autre chose à faire. Donc elle l'a changé plusieurs fois d'hôpital. Et alors qu'on était à quasiment 10-11 semaines de coma, stade 4, électroencéphalogramme plat, il a ouvert les yeux, je lui ai conduit sa voiture, il a dit comme vous êtes. Et je me suis dit que ça tordait le cou à cette certitude qui est aujourd'hui encore assénée comme une vérité première que le coma de stade 4, l'électroencéphalogramme plat, c'est la mort cérébrale, donc c'est la mort tout court. Mais non. Alors je me suis renseigné auprès de médecins, de neurochirurgiens qui m'ont dit tout ce qu'on sait à propos du cerveau, c'est qu'on ne sait rien. On ne sait pas comment il est capable de se reconstituer, de se reconstruire. On ne sait pas comment il va réagir après un traumatisme, même très grave. Alors on a évidemment le cas Schumacher aujourd'hui, qui est dans le coma depuis maintenant, lui ça fait combien de temps? 3 mois? 4 mois, oui. 4 mois. Et j'ai demandé à ces mêmes médecins s'il ne s'appelait pas Schumacher, s'il n'était pas l'homme que tout le monde connaît, s'il était M. Durand ou Dupont, est-ce qu'il n'aurait pas déjà été débranché? Et tout le monde m'a dit oui, bien sûr, il l'aurait été. Ce qui veut dire qu'on va, à cause de ce dogme-là, de l'électroencéphalogramme plat, donc de la mort cérébrale, donc de la mort tout court, on va vers une espèce de hiérarchisation de la vie. Des vies mériteraient plus que d'autres d'être entretenues. Tout ça est curieux, je n'ai aucune réponse à toutes ces questions. Je suis incapable de dire qui est dans le vrai, qui n'est pas dans le vrai, mais simplement, je voudrais inviter à la prudence. Alors j'ai imaginé une histoire, c'est une belle histoire d'amour que je raconte. Oui. C'est l'histoire d'un couple dont
Lui, le jeune homme, victime d'un accident de voiture, il est plongé dans un coma de stade 4. Et le neurochirurgien dit à sa compagne, on ne peut pas le maintenir branché parce qu'il est mort. Donc on va le débrancher et vous emportez le cadavre. Sa compagne dit non. Elle entre dans une phase d'opposition qui va aboutir à une certaine forme de relation un peu particulière avec le neurochirurgien. Cet homme, qui est il est célibataire, il est beau garçon, il est un peu dragueur, il voit cette femme en grande détresse, elle aussi, jeune, belle femme, se dit qu'après tout, pourquoi pas tenter sa chance en se rapprochant d'elle pour contexte de la soutenir, tenter de se rapprocher encore un peu plus. Elle sent bien, elle, l'enjeu de ce défi qui s'offre à elle. Si elle les conduit dans les 2 jours qui suivent, il débranche. C'est ça ce chantage. Or, si elle accepte de se rapprocher de lui, peut-être qu'il le maintiendra branché et que l'espoir restera permis. Donc il va se nouer entre eux une relation très très curieuse sur laquelle va se greffer ensuite une intrigue. Au cours d'un dîner un soir, ce neurochirurgien apprend à la jeune femme qu'il est passionné de littérature et qu'il va sortir là dans les quelques semaines qui viennent un roman, son premier roman. Il lui fait lire, elle lit le manuscrit, elle trouve l'histoire superbement racontée, belle langue, très très beau livre. Et là vous sondez vraiment l'âme humaine, qui est si souvent intéressée et ambiguë d'ailleurs. Et là je m'arrête, je ne peux pas en dire davantage. Non, parce qu'on va inviter le lecteur à lire ce livre, bien sûr. Mais rentrant chez elle et explorant l'ordinateur de son compagnon en coma, on va faire une découverte terrifiante. Terrifiante. Dont on laisse le secret au lecteur. Alors, je n'ai pas eu le temps, malheureusement encore, ça va être fait dans la scène, de lire ce livre, mais j'ai eu le temps de lire le résumé, et quelque chose m'a interpellé. On va rappeler brièvement que vous êtes enfant d'ouvrier, que vous avez toujours vécu dans le même village, à Iné, dans les Vosges, où vous vivez toujours aujourd'hui. Vous êtes un grand défenseur aussi, on peut le dire, au travers de vos livres, de la cause ouvrière. C'est un monde qui est vraiment le vôtre. Et vous campez l'histoire qu'on vient d'évoquer dans ce roman, Je sais que tu m'attends, à Saint-Brieuc. Et je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir qu'à Saint-Brieuc est né quelqu'un que j'aime beaucoup, Louis Guillot, qui lui-même était fils d'ouvrier, de cordonnier d'ailleurs, et qui lui aussi a grandi toujours dans cette ville de Saint-Brieuc, ne s'en est jamais éloigné et a aussi défendu la cause ouvrière. Alors le fait d'avoir installé votre histoire dans cette ville, c'est un petit clin d'œil ou c'est juste un hasard? Pour moi, le hasard n'existe pas, je n'y crois pas. Le hasard n'est qu'une création de paresseux qui ne veulent pas tenter de comprendre. Non, il y a des rencontres qui se font. Et là, je vous avoue que pour moi, c'est une révélation que vous venez de me dire. Je ne savais pas. D'accord. Je ne connaissais pas donc les origines de cet auteur. Mais si j'ai tenu à enraciner mon action en Bretagne, à Dinard, à Saint-Brieuc, sur la côte du Finistère Nord, notamment du côté de la Côte d'Armor. Oui, la Côte d'Armor, Port-Salle, là où a eu lieu la catastrophe d'Amococadis. C'est parce que je suis tombé amoureux de la Bretagne, là encore grâce au milieu ouvrier. Grâce à Marcel Boussac, qui était le patron du groupe dans lequel travaillaient mes parents. Parce que j'allais en colonie de vacances à Dinard et que j'ai découvert la mer grâce à M. Boussac. Que j'ai voulu de cette manière-là adresser un clin d'œil affectueux à ce paternalisme qui est tellement décrié aussi, mais qui produisait tellement de bonheur aussi. Donc cette Bretagne dont je suis profondément amoureux est devenu l'un des personnages, presque le premier personnage de mon roman Je sais que tu m'attends. Et puis il y a autre chose aussi, j'aime passionnément l'histoire et j'ai eu la chance d'être proche d'un des amis d'un auteur bourguignon dont beaucoup se souviennent, mais qui aujourd'hui est un peu oublié par les jeunes générations. Il s'appelait Henri Vincenot. Ah oui. Et Henri Vincenot, lui qui était bourguignon, mais qui avait passé une partie de son enfance en Bretagne. Le romancier du rail, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. La Bible, le pape des escargots, et les mémoires d'un enfant du rail. Et il avait été envoyé en Bretagne parce que parfois il souffrait de maladie de poitrine. Comme on
disait à l'époque. Il fallait qu'il aille respirer de l'air riche en iode, l'air pur. Vraiment, il est là-bas. Et là-bas, il avait découvert que les Bretons sont des Celtes. Et il avait découvert aussi après que les Vosgiens sont des Celtes. Et me disait le père Masnou, vous autres les Vosgiens et les Bretons, vous êtes des cousins germains, vous êtes tellement proches. Vous êtes certainement les peuples les plus proches de notre France. Donc peut-être qu'aussi il y a eu chez moi l'envie, la volonté de donner un petit coup de chapeau à ce courage breton. Alors je suis content que vous ayez évoqué la paternité il y a quelques minutes parce que ça va nous amener tout naturellement vers la conclusion. Est-ce que vous savez que vous et moi, nous avons quelque part une espèce de forme de parenté? J'en suis très heureux, mais je l'ignorais. Alors nous avons un papa en commun, votre papa de télévision et mon papa de radio, pour qui j'aimerais avoir une petite pensée, parce que je trouve que c'est quelqu'un qu'on a injustement oublié aujourd'hui, alors qu'il a tant fait, il a tant formé de jeunes, il nous a tant donné à la radio, à la télévision, au théâtre aussi. Je veux parler de Jacques Campin, bien sûr, que vous avez bien connu. J'ai bien connu Jacques Campin, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier à la télévision. Grâce à lui, j'ai pu écrire une dizaine de films pour la télévision, des documentaires et 2 dramatiques nationales. Jacques un jour m'a dit je te passe commande de films pour la télévision. Je lui ai répondu mais Jacques, je ne sais pas écrire ce genre de choses. Il m'a dit si, tu sauras. Je lui ai fait confiance et j'ai fait. Donc il fait partie de ceux qui m'ont donné cette confiance en moi. Qui m'anime toujours aujourd'hui, c'est la flamme de Jacques qui continue à brûler en moi et je le vois aussi en vous. Puisque nous sommes à l'hommage, est-ce que je peux aussi rendre hommage à une personne que j'aimais passionnément, qui est morte il y a quelques jours, qu'on a enterrée jeudi, Régine Deforges. Ah oui, bien sûr. C'était une amie, une personne que j'aimais passionnément, qui a su remettre en question bien des dogmes, qui a su rendre aux femmes la dignité que bien des hommes leur volent en permanence, qui a su élargir au maximum l'horizon de tous ses contemporains. Et ce qu'elle a fait là, maintenant ça reste. Tous ces livres sont là pour nous rappeler que le regard doit être le plus large possible. Et Régine était l'incarnation de cette générosité, de cet esprit de fraternité dont nous avons parlé au départ. Donc je voudrais lui dire, là, aujourd'hui, bien qu'on l'ait enterré jeudi dernier, Régine, je t'aime. Merci pour ce très beau témoignage, Gilles Laporte. Je rappelle les titres de vos derniers ouvrages parus, La clé aux âmes, qui fait suite, on l'évoquait tout à l'heure, à un roman que vous aviez écrit l'an dernier. Je crois que c'était l'an dernier. Et puis le tout dernier, dont je ne retrouve, je sais que tu m'attends, le tout dernier, paru chez quel éditeur? Genèse Éditions. Genèse Éditions. Genèse Éditions, une maison d'édition franco-belge. Donc il sort simultanément à Paris et à Bruxelles. Et les 2 précédents, bien sûr, aux presses de la Cité. Merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie.